Ah, on a déjà des personnes qui se connectent, Isabelle. Ça démarre pour nous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et toutes. Allez, bonjour à tous. Salut mes families. J'espère que vous allez bien ce mercredi pour le 26e épisode des mercredis de nos petits. J'ai la chance d'être aux côtés d'Isabelle Fignosa. Ouais, alors Isabelle Fignosa, elle a été beaucoup sur ma table de chevet, dans mon salon à travers ses ouvrages. Et là, je réalise un petit peu le rêve, on va dire, de beaucoup de mes mamans, de mon groupe, de pouvoir te poser des questions. Ah, c'est gentil. Ah ben voilà. Donc, un peu d'ocytocine pour commencer. Voilà, un petit câlin, une petite dose, elle a rempli mon réservoir d'amour, je suis ravie. Donc Isabelle Fignosa, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mon groupe. Elle est psychothérapeute, conférencière, auteure de nombreux ouvrages concernant la parentalité positive. Et c'est un petit peu ce qui nous occupe et ce qui nous rejoint aujourd'hui. Donc, on a imprimé toutes vos questions. Elles sont ici dans mon petit tote bag. Hein. On a fait avec les moyens du bord. J'avais pas de vraie urne, mais c'est pas grave. Et bien donc, vous avez été très nombreux. Je pense pas qu'on puisse tout lire, hein, malheureusement. Mais on va essayer de satisfaire un maximum de mamans. On démarre de suite? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, c'est une question d'Aurore. Malgré nos explications, lorsque notre petit garçon de 4 ans nous fait mal, nous... Stop. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que nous cherchons à donner des explications à un enfant de 4 ans. Alors, 4 ans, on commence déjà à comprendre un certain nombre d'explications, mais je ne sais pas encore la suite. Mais globalement, expliquer à un enfant est rarement ce qui va fonctionner. Expliquer, ça va pour expliquer la vie, expliquer pourquoi le ciel est bleu, expliquer, voilà. Mais sinon, on va voir comment on peut faire autrement. Mais donc, écoutons la suite pour savoir quoi d'autre qu'une explication fonctionnera. Il reste indifférent à ce que nous pouvons ressentir. Ah ah! On a un exemple de la maman. Quand il se pend notre cou et nous serre trop fort, nous lui expliquons qu'il nous fait mal, qu'il faut qu'il nous lâche, mais il ne réagit pas et serre plus fort. Et oui, il a 4 ans. Et donc, il y a toutes sortes d'enfants de 4 ans. Il y en a qui vont être hyper attentifs et sensibles à ce qui se passe pour autrui, et d'autres, pas encore. Donc, expliquer, cette maman, ses 2 parents l'ont constaté, ça ne fonctionne pas. Et finalement, quand on dit ça fait mal, il ne comprend pas qu'il y a un lien entre les deux. Le lien de causalité n'est pas encore très bien installé à cet âge-là encore. Donc, ce que nous avons besoin de faire, c'est d'enseigner à l'enfant à mesurer ses gestes. Donc, on va multiplier les occasions de bagarre. On va faire des bagarres sur le lit et on va lui dire stop. Et donc, on va lui enseigner à stopper. Donc, on va jouer à 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 sol, et hop, que l'enfant apprenne à se stopper, à s'interrompre quand il est dans le mouvement. À 4 ans, c'est difficile de maîtriser sa force, de maîtriser ses gestes. Donc, on va jouer. Alors, on peut jouer ensemble. Je tape doucement, plus fort, voilà. On va jouer à plein de choses comme ça pour qu'il apprenne petit à petit à sentir qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est moyen, qu'est-ce que c'est fort. Voilà, la parentalité positive, ça n'est pas voir ce qui se passe, comment je peux faire quand il y a un problème et laisser le problème continuer d'arriver. C'est éviter le problème et donc enseigner à l'enfant ce dont il a besoin pour pouvoir réguler le comportement. Pour l'instant, il serre trop fort, donc j'ai besoin de lui enseigner, ça veut dire quoi trop fort? Comment on fait pour serrer doucement? Et donc, on peut jouer avec lui sur plein de choses. Donc là, j'ai fait taper, mais on va aussi faire avec serrer le nounours. Comment est-ce que... on joue à toutes sortes de choses pour enseigner la compétence de mesure de la force. Et l'importance, là, c'est que ça passe par le corps.
Ah, tout à fait. Encore une Ah fois, ben. j'en parle souvent pour les apprentissages, vous le savez, le passage par le corps, c'est C'est-à-dire que là, indispensable. c'est corporel. On veut que l'enfant... Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre le cerveau. L'enfant est tout à fait d'accord qu'il ne faut pas serrer fort. Mais il ne fait pas le lien entre, dans la tête, j'ai l'idée de ne pas serrer fort, et comment je fais pour ne pas serrer fort. Donc, on a vraiment à enseigner la compétence. Elle ne vient pas naturellement. Elle viendrait naturellement si nous laissions davantage nos enfants se battre. Mais dans notre civilisation, surtout nous les mamans, il faut avouer là-dessus, là, un petit coup Allez les mamans, de sexisme, à l'heure actuelle, nous avons quand même un peu tendance à limiter. Dès que nos enfants se bagarrent, stop, arrête et tout, te bagarre pas, reste sans bouger, etc. On stoppe un peu le... Stop. Alors, et nos enfants ont trop peu l'occasion de grimper aux arbres, de grimper sur toutes sortes de choses, de bouger. Et donc, ils savent moins se muscler, ils sont moins musclés qu'avant, et ils savent moins doser. En fait, comme les petits chats et les petits chiens, on apprend à mesurer sa force, à doser l'intensité de mon mouvement grâce aux bagarres entre frères et sœurs, aux bagarres entre petits chiens. ça va plaire à mon mari. Vous savez que j'ai 2 filles et il y a tous les soirs un moment bagarre sur le lit. Et c'est le rôle du papa et c'est super. Alors, un petit peu de sexisme aussi, mais ça marche très bien. Allez, deuxième question de Myriam. Mon garçon de 8 ans râle pour tout et c'est la croix à la bannière pour le faire obéir pour la moindre chose. Manger, se brosser les dents, il fait toujours de gros caprices et nous manque de respect. Que faire pour lui faire comprendre? Nous avons essayé toutes sortes de punitions. Il y a beaucoup de choses dans la question de Myriam. Donc là, on n'est pas du tout dans la parentalité positive. Donc, on va regarder les choses complètement différemment. Ce qui est touchant dans cette question de Myriam, c'est qu'elle essaye, mais quand on a été formaté, comme on l'a presque tous été dans notre société française, on a été formaté par l'idée qu'un enfant fait des caprices et qu'il faut le faire obéir. Donc, heureusement, cet enfant, à 8 ans, n'obéit pas encore. C'est vraiment extrêmement important de ne pas obéir, parce que obéir, ça veut dire perdre la confiance en soi. C'est pas ça qu'on veut. Obéir, ça veut dire cesser de réfléchir et d'être responsable de ses propres actes pour ne faire que accomplir les ordres d'autrui. Et ça, on ne le veut pas. Il y a eu suffisamment de drames dans l'histoire française, dans l'histoire de l'humanité, où les gens ont simplement dit « Oh, je n'ai fait qu'obéir, ça n'est pas de ma responsabilité », on ne veut pas ça. Nous sommes, nous les adultes, dotés d'un cerveau préfrontal. Et donc, pour qu'un humain obéisse, entre guillemets, 2 possibilités. Soit on est en situation d'urgence, auquel cas n'importe quel humain va obéir. On court, on va le faire, et c'est en fait ce qui est l'utilité de l'obéissance, c'est à l'armée, c'est lorsqu'il y a une situation d'urgence et la vie est en danger. Parce que quand on nous donne un ordre, eh bien ça stimule l'amygdale dans le cerveau. L'amygdale, donc hop, forcément le circuit de stress. S'il y a danger, c'est approprié, ça va mobiliser l'énergie pour pouvoir courir, faire exactement ce que l'ordre demande de faire pour se sauver la vie. Sauf que nous, si on demande une contrainte, alors je ne sais pas la moindre chose, manger les dents. Manger ou se brosser les dents, il n'y a ni manger ni se brosser les dents ne sont des urgences vitales. Donc l'enfant se retrouve avec de la tonicité à l'intérieur de lui pour urgence vitale, et puis il faut aller se brosser les dents ou manger, ça complique. Donc probablement il va agresser, il va faire un truc, etc. Mais quand même, 8 ans, c'est drôlement tard pour ça. Mais ça veut dire probablement que les parents, le problème c'est qu'il est habitué, cet enfant, à recevoir des punitions. Or, quand on reçoit des punitions, on perd confiance en soi petit à petit, on ne sait pas, on n'apprend pas à gérer, à réguler ses émotions à l'intérieur. Donc, Myriam et tous les parents d'enfants de ce style-là, la première chose, on ne cherche pas à faire comprendre à un enfant, parce que comment faire pour lui faire comprendre, ça veut dire comment je fais pour le manipuler, c'est pas l'idée. Nous allons faire en sorte que cet enfant devienne coopératif. Nous voulons que notre enfant devienne coopérant et responsable. Donc pour ça,
Alors là, il va y avoir, je ne vous le cache pas, une période de transition. Hein. Vous ne pouvez pas avoir, pof, Ah ben non. direct, un enfant qui est nickel chrome va faire ce qu'on lui demande, ce qu'on lui propose, etc. Non, non, non. En revanche, une première chose, c'est s'excuser de toutes les punitions qu'il a subies et lui dire « je n'avais pas réalisé que, ce qui se passait pour toi ». Et moi, j'ai été éduquée dans un monde où il y avait des punitions et dès qu'on ne faisait pas ce que les parents dictaient, eh bien du coup, on recevait une punition. Alors j'ai fait ça avec toi parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Mais je réalise aujourd'hui que tu as dû te sentir tellement souvent abandonné par moi, tu as dû te sentir tellement souvent en stress face à ce que je t'imposais. Je suis vraiment désolée de ça. Comment je peux réparer ? Et là, on va remplir son réservoir. Donc, remplir le réservoir d'un enfant de 8 ans, ça va être passer du temps avec lui. Et donc, on va lui proposer, par exemple, 20 minutes. Si on n'arrive pas, on pense qu'on ne va pas réussir à tenir 20 minutes à chaque fois, on commence par 5 minutes, 10 minutes. On choisit le temps qu'on va être, nous, capables de ne pas utiliser notre téléphone ou notre ordinateur, etc. et d'être vraiment centré sur l'enfant. Et on lui dit, voilà, c'est nouveau dans notre vie. Pendant ces 20 minutes qui sont là, chrono, je mets le chrono, je fais exactement ce que tu veux. Waouh. Au début, l'enfant de 8 ans, il ne va pas trop savoir. Peut-être il va... Alors, il se peut qu'il dise, qu'il teste. Alors, il va dire, Jacques a dit, etc. Il va nous faire monter sur une chaise. Il va peut-être, c'est rare, petit à petit... il va proposer, alors nous on ne propose rien dans un premier temps, mais on peut lui dire, on peut jouer ensemble, on peut faire des câlins, je peux te faire un massage, on peut aller courir dehors, c'est vraiment toi qui choisis ce que nous faisons ensemble. On passe du temps de qualité. Du temps de qualité et surtout du temps où c'est lui qui dirige. Ah ouais. Voilà. En fait, la clé pour qu'un enfant devienne coopérant, vraiment, et ça nous surprend parce qu'on n'est pas habitué, on croit qu'il faut installer du pouvoir sur un enfant pour le contraindre à faire ce qu'on veut qu'il fasse. En réalité, non. Comme c'est un humain, il a un cerveau préfrontal, il a besoin d'avoir son libre arbitre. Plus il va avoir de pouvoir personnel, plus il va sentir qu'il a du pouvoir avec ses parents, et donc que ses parents peuvent l'écouter véritablement. Ça va le sécuriser énormément. Et du coup, grâce à ces 20 minutes par semaine, eh bien, il va changer son comportement parce qu'il sait, si je peux demander à ma maman, à mon papa, de jouer au train pendant 1 heure, et 20 minutes, et qu'il le fait, et qu'il m'écoute, et qu'il est réellement, alors ça me remplit suffisamment pour que du coup, je me sente plus dans un tempérament à coopérer. Et du coup, si mon parent me demande un truc, eh bien, je le fais. C'est la vie humaine entre humains, quand on nous donne quelque chose, on a envie de redonner. Et donc, c'est vraiment cet échange-là qui va modifier les choses. Et puis après, eh bien, il y a toutes sortes de choses. Je pense que le mieux, c'est de lire dans le livre « Il me cherche » qui est de cet âge-là. Oh là là, oui. Pour voir les petits trucs et astuces qui vont permettre que cet enfant de 8 ans coopère. Moi, je trouve ça super intéressant, surtout d'être à l'aise, de faire quelque chose qui nous rend mal à l'aise au début, en fait. Hein, et c'est normal, hein, je veux dire, ça ne va pas venir du jour au lendemain. N'abandonnons pas en tant que parents, et ben on peut aussi essayer de sortir de sa zone de confort et proposer des choses, puisque de toute façon, les punitions, ça ne marche pas. C'est ça. 1, 2, 3, ça ne marche pas, alors pourquoi continuer à foncer dans le mur? On passe à une troisième question. Alors, c'est une question de Faustine. Alors, Faustine nous demande comment réagir quand un petit garçon de 4 ans et demi tape ou donne des coups de pied dès qu'on lui refuse quelque chose ou que quelqu'un possède ce qu'il souhaite, aussi bien à sa grande sœur qu'aux adultes, nous précise Faustine. Eh bien, c'est une question qui est un peu similaire à la toute première. On a besoin d'enseigner à cet enfant à réguler sa frustration. Donc, une des premières choses que nous pouvons faire, déjà, c'est lui montrer l'exemple. Donc, quand nous-mêmes, nous vivons une frustration, qu'est-ce que nous lui montrons? On va le faire à haute voix. Les enfants nous observent. Donc,
une frustration, par exemple, le feu passe au rouge, juste au moment où on arrive, on dit « Ah zut, c'est rouge, j'ai envie de foncer, je vais plutôt respirer. » Et là, on fait des respirations très nettes, claires, etc. Et donc, on va utiliser le maximum de frustration, on va reconnaître, ah, là, c'est une frustration, on nomme la frustration et on montre à l'enfant comment nous régulons cette frustration. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va lui enseigner à réguler la frustration. Il a 4 ans et demi, donc il est déjà quand même un petit peu grand et capable en tout cas d'imaginer. Et donc, dans des moments calmes, hein, on n'enseigne jamais la frustration en plein milieu d'une frustration. C'est pas je dis non à l'enfant et tout de suite, ah non, là il est... voilà. Donc, on va enseigner d'abord la compétence. Du coup, on peut jouer avec les petits personnages, jouer avec les peluches. Oh, le lapin, il voulait un bonbon et il ne peut pas avoir le bonbon. Il est vraiment très énervé. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut faire? Et on cherche ensemble 5 solutions. Des solutions pour le lapin. Mais pas débile, notre enfant, il va comprendre que peut-être bien il peut, voilà. Il va vite, donc une fois que le lapin aura plein d'options, ensuite on va les cultiver. Et donc jeu après jeu, on va utiliser les 5 options que l'enfant aura choisies. Donc c'est important que dans les 5 options du lapin, il y en ait une négative. Par exemple, je peux mordre le kangourou qui me refuse je sais pas, le bonbon. Et donc, oui, c'est une option. On peut mordre, c'est une option. Est-ce que c'est la meilleure? Qu'est-ce qui va se passer si tu mords le kangourou au petit lapin? Voilà. Donc, on évalue les options et donc on permet comme ça à l'enfant petit à petit d'avoir plusieurs options dans sa tête. De toute façon, l'option mordre, lancer des coups de pied, il faut que les options actuelles soient présentes aussi. Hein. Donc, il peut lancer des coups de pied dans tous les sens. Bon, mais quel va être l'impact? Est-ce que ça va l'aider ou pas, etc. Et donc, du coup, l'enfant, petit à petit, il intègre dans sa petite tête que, devant une frustration, il peut donner des coups de pied, mordre, ou bien il peut chanter une chanson, il peut sauter sur place, il peut compter jusqu'à 5, il peut faire un câlin à maman, et on peut faire encore toutes sortes d'autres choses. Et l'enfant a le choix. Et l'enfant a le choix. Est-ce qu'on peut conseiller également à cette maman le cahier sur les émotions? Ah non, moi je donne jamais de conseils. Non. Alors moi je le conseille parce que moi je l'ai à la maison. On peut donner l'information. On peut donner l'information qu'effectivement, dans le cahier émotion, l'enfant va trouver des ressources, des idées. Et tu as tout à fait raison, Stéphanie. J'ai eu des échos de parents qui me disaient que leur enfant avait utilisé les outils qui sont dans le cahier pour réguler leur frustration. Moi je suis voilà, lectrice et puis également utilisatrice. Je suis maman, hein, vous le savez, de 2 petites filles. Donc j'en ai une qui a 23 mois et la grande va avoir 7 ans. Et donc il y a quasiment à la sortie de livre des émotions, ça a beaucoup marché. Tout simplement parce qu'en fait, on a un support et que c'est pas toujours nous, les parents, qui disons fais comme ça. On a un support et l'apport d'un tiers. Moi, je sais que Joanne avait adoré, ça avait eu beaucoup d'impact, les mots cailloux. Et elle a été capable, sur une situation de crise à l'école, d'identifier et de dire à un copain que c'était pas bien, parce que c'était des mots cailloux. Ça a beaucoup plu à la maîtresse d'ailleurs. Ah, très bien. Voilà, donc moi je conseille à Faustine le cahier des émotions. Le mot caillou, c'est un concept de Catherine Dolto. Oui, c'est vraiment génial. Très sympa. Ça fonctionne très bien. Allez, autre question. C'est une question de Vivi qui nous demande. Ma fille de 3 ans se met souvent en colère quand je prends un bébé dans les bras, quand d'autres enfants de sa classe viennent me parler, crient, coups. Tu ne peux pas, laisse tomber. Voilà, comment la rassurer au mieux en fait de l'attachement que je lui porte sur le moment. Alors, 3 ans, c'est vrai que c'est déjà grand et pourtant on est encore petit. Et donc, cette maman a bien saisi que c'est de l'insécurité. Si cette petite fille est demandeuse comme ça, même si elle exprime de l'agressivité, en réalité c'est de l'insécurité. En revanche, c'est pas forcément en rassurant qu'on va pouvoir donner. Alors oui, bien sûr, je regarde l'enfant, je lui fournis ce dont il a besoin.
Mais là, ça devient quelque chose d'habituel. Donc elle s'est habituée à réagir comme ça et elle va probablement le faire. Les enfants sont des êtres d'habitude. Et donc quand ils ont eu plusieurs fois un même comportement, ils risquent de continuer d'avoir le même. Oui, donc on veut mieux, on va changer les choses avant. Si je sais que je vais aller à un endroit où il y a un bébé et que je vais prendre le bébé dans les bras, eh bien je peux en parler à cette petite fille avant. Donc, tu sais, on va aller chez un tel et tout, et il y a un bébé. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand, voilà, est-ce que je vais prendre le bébé dans les bras, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu veux? Il se peut que la petite fille dise qu'elle veut le toucher d'abord elle, le prendre elle d'abord dans les bras. On ne sait pas, mais en tout cas, elle a besoin de quelque chose, elle a besoin de sentir qu'elle est première. Peut-être que simplement le fait que juste avant de prendre le bébé dans les bras, je fais d'abord un petit câlin à ma grande fille, ensuite je prends le bébé, ça peut fonctionner. Si je le fais à partir de moi-même, ça ne fonctionnera pas forcément. Ça fonctionne si c'est un deal que je fais avec ma petite fille avant. Donc on en discute un petit peu avant. Et puis pareil, avec un enfant de 3 ans, on peut déjà commencer à jouer. Et donc avec les poupées, on fait une poupée qui prend une autre poupée, etc. Et on met la situation et une fois qu'on a installé la situation, eh bien on dit à la petite fille, et qu'est-ce qu'elle dirait celle-là, et qu'est-ce qu'elle dirait celle-là, et qu'est-ce qu'elle dirait celle-là, jusqu'à ce qu'elle puisse petit à petit métaboliser et sentir ce qui se passe. Alors c'est très important, c'est vrai qu'on a souvent, moi je vois dans les retours, soit on donne trop d'explications justement sur un fait, ça revient à la première question où on a beau lui expliquer, continue, soit justement on ne pose pas les mots sur des situations, alors que là la solution elle est peut-être toute bête, peut-être que oui effectivement cette petite fille a besoin qu'on lui explique avant la situation qui va se produire. Non seulement qu'on lui explique, mais surtout qu'on lui donne du pouvoir dessus. Voilà. En fait, la question, quand on parle de rassurer un enfant, ce qui insécurise un enfant, c'est de ne pas avoir de contrôle sur une situation. Et donc, on peut dépenser tout l'amour qu'on veut, ça ne marchera pas. Et là, on sent bien que c'est une maman qui est complètement dans le maternage, elle est attentive à son enfant, etc., sa fille, et on donne beaucoup d'amour, mais ça ne suffit pas. L'enfant a besoin d'avoir du pouvoir. Et donc, pour lui donner du pouvoir, elle a besoin d'avoir un choix. Qu'est-ce que toi, ma petite, tu vas faire? Qu'est-ce que toi, tu veux? Et donc, c'est elle qui décide. Il faut qu'elle ait un espace de décision. Si elle a un espace de décision, alors elle se sent au contrôle, donc elle aura moins peur. Parfait. Allez. On a encore un petit peu de temps, je pense. Allez, c'est parti. Une question de Lucette qui nous dit « Mon fils de 7 ans refuse de manger autre chose que pâtes, riz, pizza, purée et fruits frais. S'il goûte quelque chose de nouveau, c'est déjà pas mal, hein, j'allais dire quand même. Certains enfants, c'est pâtes, pizza, voilà, pain. C'est ça. Les aliments blancs. C'est ça. Donc déjà, je trouve que c'est pas mal. Hein, bon. S'il goûte quelque chose de nouveau, il faut le forcer. Il se fait vomir et recrache. Que faire? Le marchandage et le forcer ne marchent pas. Ah tiens, c'est étonnant. Oui, ça ne marche pas. Oui, on plaisante Lucette, mais oui, c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui sont... C'est important de plaisanter, parce que c'est dur hein, quelquefois. Ah bah oui, c'est vrai, quelquefois on craque, on n'en peut plus, on a fait la cuisine, on se dépense, on fait des tas de choses pour les enfants, et puis bon, on bug sur des choses comme ça, et donc voilà, ça stresse. Donc voilà, on a besoin de rigoler un petit peu pour sentir qu'on est face à ce genre de problème toutes, et on galère un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a 7 ans. C'est l'âge où commence oui, quelquefois c'est un peu plus tôt, quelquefois un peu plus tard, presque qu'on appelle la néoténie, donc la difficulté justement de goûter des choses nouvelles. C'est tous les enfants, en tout cas tous les enfants sains, c'est un passage naturel. Déjà, on a besoin de savoir que les papilles des enfants changent énormément. Quelquefois, on ne comprend pas parce qu'un enfant, il adore un truc un jour, le lendemain, il le déteste, il le crache. Oui. Il mangeait de tout petit, et tout d'un coup, ça commence vers 5 ans. Hein. Donc 7 ans, Lucette, vous êtes en plein dedans. Voilà. Et donc, les papilles bougent beaucoup et le réflexe
Mais là, je vais peut-être te laisser parler. Hein. Eh Même ben, si j'en parle dans mon livre, tu seras mieux placé que moi. Eh ben, le réflexe nauséeux est très avancé hein, encore. Hein. Donc là, on peut... Alors, qu'est-ce que c'est le réflexe nauséeux? C'est moi qui te pose les questions maintenant. Alors, le réflexe nauséeux, c'est ce qui va provoquer comme ça le fait d'avoir l'envie de vomir, de recracher, ce qui va nous donner la nausée en fait. Hein. Donc, ça peut être au niveau du voile du palais, en tout cas le palais mou. Voilà. Donc là, ce que tu dis est extrêmement important parce ouais. que c'est un réflexe. Et donc, cette maman, elle pense peut-être, quelquefois les parents pensent que l'enfant fait exprès de se faire vomir. En réalité, non. Quand c'est un aliment trop étranger, alors ça peut être une question de texture, ça peut être une question de taille de morceau, ça peut être l'idée que l'enfant a que je ne connais pas et donc un tout petit peu de stress et hop, le réflexe nauséeux se déclenche. Mais une fois qu'il est déclenché, il ne peut pas s'empêcher, l'enfant. Oui. Il ne peut pas. Et donc là, il y a besoin d'un orthophoniste pour pouvoir faire voilà, un petit peu de un petit désensibilisation. travail, Hein, voilà, alors, bon, il est vrai qu'à 7 ans, on est quand même... c'est naturel. C'est assez classique, on va dire. Ça peut même persister des fois jusqu'à 11 ans, où c'est des périodes un petit peu critiques au niveau alimentaire. À la maison, on peut déjà peut-être utiliser des petits subterfuges. Alors moi, j'essaye toujours de parler d'outils, mais sans forcément faire dépenser d'argent. Ce qui peut être sympa, c'est de faire des petits, dans l'assiette, délimiter en fait l'assiette avec des graissins pour les enfants qui n'aiment pas que les aliments se touchent, parce qu'on peut avoir comme ça un petit peu, ça peut faire partie aussi de néophobie alimentaire, voilà. Donc ça peut être pas mal de mettre des petits graissins et de réduire les portions aussi. On a souvent de toute tendance... façon, hein, c'est pas souvent, c'est vraiment beaucoup. impressionnant. Oui, oui, on a vraiment, de manière générale, tendance, moi aussi, hein, à surcharger les assiettes des enfants. En fait, il vaut mieux qu'ils se resservent. Donc, on leur donne moins, on leur donne vraiment le minimum. On voit l'impression qu'ils vont vraiment mourir de faim, c'est pas grave. On leur donne ça. Ils en redemandent, super, on en redonne. C'est chouette qu'un enfant redemande. Quand un enfant il trouve trop de nourriture dans son assiette, ben ça le sature assez vite et finalement du coup il va peiner à manger. On aura un enfant qui va manger beaucoup plus et beaucoup mieux si on lui donne des très petites portions. Au niveau des protéines animales, si vous en donnez, c'est pas plus de un quart de sa paume. Et ouais, c'est petit. Ouais. Sa paume à lui, hein, pas la nôtre. Voilà, nous on a tendance à donner carrément tout un steak à 7 ans, hein, ouh 200 là là, grammes, des voilà. morceaux... Et donc voilà, 20-30 hein, grammes, ça suffit. Donc c'est vraiment, et des petits morceaux. des tout petits morceaux. À titre indicatif, il faut à peu près 30 coups de dents pour manger un bout de pain. Donc pour nos petits, c'est quand même, c'est quand même énorme. Voilà, donc pas d'inquiétude à mon avis, c'est juste un passage. Si vraiment ça persiste, eh ben oui, on peut aller demander conseil auprès d'un orthophoniste pour désensibiliser Une tout ça. séance suffit en frottant un peu le palais, tout ça. Donc voilà, à on fait. peut se demander si, pour savoir s'il y a vraiment un problème de réflexe hypernauséeux, quand même, s'il vomit, c'est gênant. Puis même lui, il va pas aimer, il va pas être confortable là-dedans. Donc ça vaut le coup quand même de faire une petite séance. Ou bien soi-même déjà de lui permettre de voir est-ce qu'il a eu beaucoup de tétine dans la bouche. Voilà, jusque quand cette succion, l'alimentation, jusque quand elle a persisté. Mais bon, quand même, Lucette, il mange des fruits frais. Hein. Oui. C'est quand même pas mal. Alors, je crois que malheureusement, on va s'arrêter là. Hein, parce que on prend du plaisir, mais bon, les bonnes choses ont une fin. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton actualité, Isabelle, pour ceux qui voudraient te retrouver? C'est publié sur ta page, la page Isabelle Filiosa Facebook. La prochaine, c'est le Grand Rex. Tout à fait, le 12 mai, un dimanche après-midi. Un événement parentalité, donc je donne une conférence, bien sûr, une grande conférence sur qu'est-ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, parce que quand même il y a une différence, mais ce n'est pas du tout en relation avec l'idée qu'on n'aurait pas assez d'autorité, ça c'est des bêtises. En réalité, mais il y a quelque chose qui se passe qui font que les enfants d'aujourd'hui sont pas du tout ceux d'hier et beaucoup moins faciles. Et d'autre part, certains de mes élèves, il va y avoir
Caroline Terral qui va faire un petit spectacle, un petit morceau de son spectacle. Il va y avoir des papas qui vont être présents. Wow. Gilles Vaquier de la Baume qui va venir nous présenter l'atelier des super papas. Des futurs papas, l'atelier du futur papa. Ouais. Pardon. Il va y avoir voilà, plusieurs de mes élèves et des gens dans la parentalité qui vont venir présenter leurs activités et nous apporter des choses sur notre métier de parent, sur comment faire pour être les parents que nous rêvons d'être. Que nous rêvons d'être, voilà, c'est super. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans la parentalité positive, c'est le fait qu'il y ait cet étayage des neurosciences. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la parentalité positive. Moi, j'ai entendu, oui. Oh là là, le truc zéro frustration, c'est pas pour moi. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Voilà. Et lorsque j'aime ouh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Dans mon actualité, tu me demandais, donc au niveau publication, je n'ai pas de livre en ce moment de moi, si, on vient à réédition de Cultiver la joie en poche, donc voilà, maintenant il est tout petit et pas cher, mais aussi le fantastique livre de Léa Waters sur les forces d'un enfant, cultiver ses forces, parce que c'est vrai que c'est vraiment typique de la parentalité positive. On va regarder les forces d'un enfant et l'aider à noter, à utiliser son courage, à utiliser son goût du beau, à utiliser son attention aux autres, utiliser son esprit d'équipe. Voilà. On va chercher quelles sont les forces de l'enfant. Et plutôt que de tout le temps regarder qu'est-ce qui ne va pas, il n'a pas rangé son sac, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, et on fronce les sourcils, on va plutôt regarder comment construire avec ce qui est positif. Et tu parlais de neurosciences, oui, ce livre est bourré de sciences. Il y a toutes sortes d'expériences qui sont menées et qui nous montrent quels sont les compliments les plus efficaces. Ça vaut aussi pour les adultes. Franchement, on se sent mieux en tant que parent aussi que d'être tout le temps à dire oui, non, peut-être, voilà. Bon, on va conclure parce que moi, sinon, je pourrais passer l'après-midi. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Et puis j'espère que du coup, les questions qui ont été tirées au sort vous ont apporté des éléments. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et puis je vous dis à mercredi prochain pour les mercredis de nos petits. À bientôt. Au revoir.